suis Marielle Pochon et je suis donc co-gérante avec mon mari sur l'exploitation Douceur de fruits rouges. On a développé en fait un atelier en transformation de fruits rouges dans le but de diversifier l'activité et d'ouvrir aussi un petit peu plus l'exploitation sur l'extérieur, sur la vente directe. Et surtout pour la valorisation des produits, des fruits déclassés, c'est-à-dire le deuxième choix de nos fruits qui ne peuvent pas être commercialisés par la coopérative ou sur les marchés de producteurs. Et ces fruits-là vont être destinés à la transformation en confiture, en coulis et en sirop. Le fruit deuxième catégorie, c'est un fruit qui ne va pas pouvoir être vendu à la coopérative, qui nous exige un calibre de fruit, c'est-à-dire la taille du fruit, un aspect visuel. Il faut qu'il soit sans marque, sans trace, sans piqûre d'insectes. Donc tous ces fruits-là, au moment de la cueillette, ils vont être au fur et à mesure triés. Ils vont prendre le fruit, le mettre dans une barquette qui sera destinée à la vente deuxième choix, parce qu'on fait cette vente aussi de fruits deuxième choix, ou destinés pour l'exploitation à la transformation. Le côté visuel, oui, c'est vrai qu'on dit souvent sur les marchés, les gens aujourd'hui ont envie quand même aussi d'acheter des fruits qui sont moins beaux. Certes, on a un public qui regarde effectivement le fruit et qui sera prêt à acheter un fruit un petit peu moins beau pour la consommation dans l'assiette. Mais on sent quand même qu'il y a une dominante de clients qui vont préférer un fruit premier choix destiné à leur pâtisserie, à leur salade de fruits, etc. Quand ils vont arriver ici, donc, on va faire l'agrégage du fruit. C'est-à-dire que moi, je vais reprendre les fruits deuxième choix qui ont été sélectionnés par le cueilleur. Et puis, donc, par exemple, pour les fraises, on va enlever toutes les collerettes, on va le nettoyer pour ensuite soit être transformé tout de suite, c'est-à-dire transformé en atelier en confiture directement, ou en coulis ou en sirop, ou alors ils seront destinés à la congélation. Alors, la fraise, c'est pas forcément le bel exemple, je ne congèle pas de fraises. Ça se congèle pas? Voilà, c'est très difficile de retravailler la fraise. La framboise se congèle très bien. On va le congeler par petites quantités pour qu'il soit vraiment congelé très rapidement. Et ensuite, il sera stocké en chambre froide. On a certains fruits aussi que je vais épépiner tout de suite dès qu'ils vont arriver du champ. En l'occurrence, la framboise peut être épépinée, c'est-à-dire je vais utiliser un tamis. Et ce tamis va me permettre d'enlever toutes les graines et d'avoir vraiment uniquement la pulpe pour la fabrication ultérieure des coulis. Le but, c'est de pouvoir retravailler les fruits en arrière-saison quand on a moins d'activité. Donc ça, voilà, c'est possible avec certains fruits. On a des fruits qui se prêtent bien à la congélation. On a parlé de la framboise, il y a la mûre, la myrtille, on a de la groseille. Mais c'est vrai que l'important au départ, c'est une bonne congélation, rapide, et surtout en amont aussi un agrégage qui soit parfait, quoi. On reste sur un atelier artisanal, il n'y a pas des investissements très importants, mais qui répondent à la fois à la réglementation, et, aux règles sanitaires, et puis tout ce qu'il faut pour bien travailler. Alors le laboratoire, il est coloré, il est petit, mais il est coloré fruits rouges. Hein, oui. Il est juste derrière vous, voilà. On va peut-être y aller. On vous suit. Ok. Waouh. La myrtille? Myrtille. Donc c'est de la myrtille sauvage. On a deux types de myrtille. On a de la myrtille de culture sur l'exploitation et de la myrtille sauvage. Là, en l'occurrence, la transformation va porter essentiellement sur de la myrtille sauvage qui est très recherchée par nos clients. Et cette myrtille, donc, elle a été triée. Donc quand on parle de faire l'agrégage, c'est le tri. En l'occurrence, pour la myrtille, c'est enlever toutes les petites feuilles, même si elles ont été triées correctement une première fois. Moi, je vais faire attention d'enlever vraiment toutes les dernières petites feuilles qui peuvent rester. Et éventuellement, il peut y avoir aussi des petits brins de bois. Donc vraiment, là, c'est une opération assez délicate. Donc hier, elles sont sorties de la chambre froide négative. Et puis donc, je les ai étalées. Vous voyez, et elles sont passées en frigo. Elles ont été décongelées ensuite en frigo. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas les fruits, je dirais, à l'air libre. Hein. On a toujours le risque microbien. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, on a ce produit qui pourra être transformé. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On va cuire. Donc pour cuire, on est sur des petits chaudrons, alors de diverses tailles, hein, vous voyez, des chaudrons de cuivre. J'ai fait le choix des chaudrons de cuivre parce que c'est un très bon conducteur pour la chaleur.
ça n'accroche pas. Alors voilà, donc on utilisera donc pour cette petite quantité, on va utiliser ce chaudron. Avant de partir sur la cuisson, je vais prendre la teneur en sucre du fruit. Et pour cela, j'utilise un petit appareil qui s'appelle un réfractomètre. C'est quand même un outil essentiel si on veut avoir des confitures qui répondent à la fois à la réglementation et qui a un taux de sucre effectivement correct. Donc comment on utilise ce réfractomètre? C'est tout simple. On a une petite cellule ici. On va prendre un petit peu de jus que je vais positionner sur la cellule. Et donc à partir de là, on va faire la lecture du taux de sucre. Donc la myrtille, vous voyez, on est sur un taux de sucre à 10,5. C'est pas énorme. La fraise, on va être à 12. Après, voilà, ça dépend si on va prendre un fruit très mature. Moi, je sais exactement les fruits que je veux ici au laboratoire. Donc, je vais demander à mes cueilleurs vraiment sélectionner les plus matures, etc. La réglementation aujourd'hui, elle demande une teneur en sucre de 55 grammes pour 100 grammes de produits finis. Quand on parle des 55 grammes qu'on retrouve sur les étiquetages, ces 55 grammes, c'est le sucre du fruit dont on vient de parler, 10,5 pour la myrtille, plus le sucre ajouté. Donc c'est bien pour ça que pour faire quelque chose qui va correspondre à cette réglementation, eh ben, on va devoir utiliser le réfractomètre et monter en sucre jusqu'à ce qu'on puisse arriver à ce stade-là. Je note tout simplement le Brix du fruit, donc la teneur en sucre, ça s'appelle le Brix. Et à partir de là, ensuite, bah, je saurai exactement ce que je vais apporter en sucre. On va procéder donc à la mise en bassine. Je vais essayer de ne pas trop renverser devant les caméras aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même un beau jus. Ça sent bon, même déjà avant la cuisson. Très très bon. Voilà. Donc quand on est là, oui ça sent bon, je suis d'accord, mais ça sentira encore un petit peu plus tout à l'heure. Alors ici quand je suis là, je vais mettre en route mon gaz. On va centrer la marmite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre le sucre. On utilise en fait ce qu'on appelle la croix des mélanges. C'est tout simplement en fait un ratio que l'on fait pour savoir exactement ce que l'on va rajouter en sucre. Le taux de sucre de la myrtille est quand même assez bas. Et pour là, j'ai 5 kg de fruits en marmite et je vais rajouter 4,7 kg de sucre. Donc vous voyez, quand les mamies parfois faisaient poids pour poids, on peut être à ce stade-là sur certains fruits. Le taux de sucre va osciller entre 700 g par kilo de pulpe jusqu'à 900 g par kilo de pulpe en fonction du fruit travaillé. Donc là, on va bien répartir le sucre dans la marmite. Donc je travaille essentiellement le fruit et le sucre. On travaille sur l'exploitation sans additifs. Ni pectine ajoutée, ni conservateur. Alors la pectine, elle va surtout aider à la gélification. Elle va permettre de lier. On a quand même la chance d'avoir sur l'exploitation beaucoup de fruits qui sont riches en pectine. Que ce soit la framboise, la mûre, le cassis, la groseille, ce sont des fruits qui sont riches en pectine. Où je vais être obligée de pousser un petit peu plus la cuisson, mais sans aller trop loin non plus. La myrtille, par exemple, est un petit peu moins riche en pectine, ainsi que la fraise. Pour permettre justement de lier un petit peu plus ma confiture, je vais garder les fruits entiers, et c'est surtout aussi parce que les gens aiment beaucoup retrouver la myrtille entière qui va baigner dans son jus. Le sucre a son effet de conservation. Globalement, moi, mes dates, je vais travailler sur à peu près 1 an et demi de DLC, donc j'ai pas besoin de conservateur.
voilà, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Donc le sucre a déjà son effet conservateur. Il va falloir qu'on monte en température et arriver quand même à une température au-delà de 85 degrés pour vraiment justement cuire le fruit. Plus on va cuire, plus on va amener la déshydratation du fruit, on assèche et donc c'est très bien que dès qu'on enlève l'eau, on va quand même minimiser le risque de développement microbien. Là pour monter en température, il va bien falloir 10 minutes, un quart d'heure et puis ensuite je vais laisser quand même cuire à gros bouillon 10 minutes voire un quart d'heure. On a une règle de base, mais voilà, la surveillance fait que voilà, on va se dire ça y est, on est à un résultat optimal. Et puis ensuite, on utilisera le thermomètre de cuisson qui nous permettra de voir un petit peu la température. Okay. En tout cas, ça commence à sentir ultra bon. Bon, ça va, très bien. On la mange pas tout de suite. Pour que quand même vous puissiez arriver au bon moment. Alors les bouillons, on les voit moins. Tout à l'heure, on était vraiment en grande ébullition, donc j'ai vraiment baissé parce qu'on est au point. Hein. J'ai recontrôlé donc du coup le Brix, sachant que voilà, on est à 56,4, on est pas mal. En termes d'épaisseur, on est bien. Dans le pot, ça va rester quand même compact, sans être vraiment non plus entre guillemets du mortier. Voilà. Et l'intérêt de garder les fruits, moi voilà, je trouve que c'est assez sympa d'avoir les fruits qui baignent dans le jus. Donc quand on est arrivé à ce résultat-là, on passe tout simplement ensuite à l'empotage. Moi pendant la cuisson, je nettoie les pots. Nettoyage donc avec à l'eau, hein, d'accord. On nettoie, on les sèche bien. Il faut qu'ils soient nickel, que les plans de travail soient propres. Et les capsules donc, ont été également nettoyées. Et donc on procède ensuite à l'empotage. On va couvrir rapidement. Et ensuite, on est sur l'autopasteurisation. Je retourne mes pots pour que la capsule se stérilise directement. Les confitures, vu le taux de sucre que l'on a, on n'est pas... personnellement, il n'y a pas d'utilité de stériliser les pots à nouveau derrière, après l'empotage. On serait sur le coulis, c'est différent. Le coulis, on va empoter. Mais derrière, ensuite, je fais une pasteurisation. Donc logiquement, on garde au chaud. Là on est sur du petit volume pour que vous puissiez fumer dans de bonnes conditions. Je garde à chaud pour garder vraiment la très bonne température. Mais là on a suffisamment chauffé avant votre venue. Donc on est vraiment sur de l'artisanal, vous voyez, c'est vraiment en manuel. L'empotage doit se faire assez rapidement. Il ne faut pas descendre en dessous de 86. Généralement, je travaille avec les plus gros chaudrons qui me permettent d'étaler le maximum de pots. Mais par contre, je ne remplis jamais tous mes pots en même temps. Je fais par étapes et je couvre rapidement pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque. Alors globalement, j'arrive là sur le gros chaudron sur une vingtaine de kilos de fruits. Donc forcément, on va être 20 kilos, on avoisine les 100 pots, quoi, 100-120 pots. Donc là, ils sont retournés. Je vais les laisser là pour la myrtille et jusqu'en début d'après-midi. On a certains fruits comme le cassis où on va quand même retourner plus rapidement. Une fois donc l'empotage qui est terminé, je vais compter le nombre de pots que j'ai effectués. Bon, là on est sur une petite série, on en a fait 10. Ce que je fais, donc je le note et en même temps donc je vais tout de suite noter le numéro de lot de cette série. Toute série est identifiée. L'idée, c'est d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, la traçabilité. Pour chaque produit, je tiens donc la liste de tous les lots. Hein, donc c'est au fur et à mesure. Donc le 13 avril, on a travaillé du cassis. On a fait 18 pots et on était sur le lot numéro 341. Et au niveau de la DLC, comme je vous le disais, donc je ne travaille pas sur 3 années, août 2016. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de mai. Globalement, ça fait 1 an et demi.
Et je sais que d'ici là, mes confitures seront commercialisées sans aucun problème. L'intérêt de la traçabilité, c'est pas forcément, il faut pas le voir, faut pas penser forcément au contrôle sanitaire. Ça, c'est vrai qu'on peut être soumis au contrôle sanitaire, mais ça va nous aider aussi à travailler et vraiment à bien travailler, quoi. En fait, on participe au concours régional d'Auvergne et on a eu la chance donc d'être récompensé. Pas pour les mêmes confitures, l'idée c'est justement de faire tester plusieurs produits. La confiture de framboise a été récompensée 2 années de suite. La confiture de mûre, c'était l'an dernier. Alors ces prix, c'est pas... j'ai encore de la place sur mûre, donc je peux encore participer, il n'y a pas de souci. Non, c'est surtout parce que ça permet, déjà ça motive. On s'aperçoit finalement qu'on fait des produits quand même de qualité, qui sont appréciés. Et puis à l'issue du concours, donc c'est un jury qui va goûter. Derrière, il nous donne un commentaire sur nos produits. Donc on sait aussi, ça nous permet d'avancer. Soit il y a des choses à améliorer, il y a une notation. Et en tout cas, ça permet de nous éclairer un petit peu dans notre façon de faire, quoi. On participe également à des salons, des foires, la foire de Saint-Bonnet. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur nos produits aussi sous forme de coffrets, de paniers garnis. On travaille aussi beaucoup sur les marchés de Noël de fin d'année. On reste vraiment sur du local parce que le volume de produits, on va répondre vraiment à une démarche locale. Toutes les étiquettes, c'est sous-traité. Donc je donne le texte. Et puis ensuite, moi je pratique au collage. Donc vous voyez, ce matin j'ai nettoyé les pots, j'ai collé les étiquettes. Et puis donc c'était l'étiquetage manuel. Donc en fait là en haut j'ai mon numéro de lot que je reprends donc sur ma petite fiche quand j'ai travaillé la groseille. Et puis donc en bas, août 2016, c'est ma date limite de consommation. Et donc cette petite l'étiquetage, tout simplement, je vais la mettre au fond du pot pour que ce soit quand même plus esthétique. C'est la réglementation et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les clients souvent ne lisent pas les étiquettes ou ils ne savent pas les lire. Donc c'est vrai que ce qui est sympa sur les marchés de producteurs, quand on est vraiment sur la vente directe, on fait beaucoup d'apprentissage. Parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est un taux de sucre, à quoi ça correspond. Souvent ils nous disent « Oulala, mais mettez 55 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est beaucoup, etc. » Ils n'ont pas notion que s'il y a le sucre du fruit à la base qui est intégré. Donc on est là et c'est un petit peu aussi la richesse de la vente directe, c'est qu'on est là pour expliquer ce que l'on fait, pourquoi il y a une étiquette, à quoi elle sert. Et souvent, je pense qu'on fait des heureux parce qu'on donne beaucoup plus de visibilité que lorsqu'ils vont en grande surface et puis ils vont prendre leur pot sans savoir réellement ce qu'il en est. C'est le programme de cet après-midi. Je vous garde si vous voulez. On va vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous.